aujourd'hui être, vous l'enregistrez, vous l'avez entendu enregistré. Donc, sachez-le quand vous prendrez la parole, si vous le faites, votre visage et votre partage seront enregistrés. Donc voilà, c'est dit. Il est midi 3, c'est donc le moment de se lancer. On a 25 personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. On est très content que vous y soyez pour la deuxième rencontre des midis Vivre la mort. Pour ceux qui n'y étaient pas, je ne vais pas tenir pour acquis que vous y étiez la première fois. Le cycle Vivre la mort sera donc de façon très, très synthétique. Là, il y a plein d'informations qui se trouvent sur notre site web. Peut-être que Caroline aura l'occasion de partager le lien vers la page Vivre la mort de notre site quand elle arrêtera de faire entrer les gens. Mais en gros, le chantier Vivre la mort est inspiré des activités du mouvement Habitat qui a pris naissance avec la présentation de la pièce Tout inclus en 2019 d'abord, et puis qui s'est décliné dans les 6, 7 dernières années pour devenir le mouvement Habitat avec une marche, des rencontres comme on a fait aujourd'hui, diverses créations, divers moments de partage et d'idéation et d'imagination autour des réalités du vieillissement, autour d'une question qui était comment voulons-nous habiter notre vieillesse, de là son nom, le mouvement Habitat. Le chantier Vivre la mort a été lancé le 24 septembre dernier lors du premier événement Midi Vivre la mort. Et ce sera donc un cycle où on se propose dans les 3 prochaines années de créer des œuvres, mais de créer des espaces comme aujourd'hui où on se pose des questions, mais pas de façon, comment je pourrais dire, nécessairement très intellectuelle ou détachée, mais vraiment des questions pratiques pour mieux être avec les réalités euh, du mourir, de la mort et du deuil qui s'en suivent. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez voir notre page Vivre la mort dans le site d'un et un fourmille, un et un fourmille.com. C'est facile à trouver. Il y a déjà beaucoup d'informations qui s'y trouvent. Et vous allez le voir aussi, à partir de demain matin, il y aura l'enregistrement de notre première rencontre qui a eu lieu le 24 septembre dernier. Donc, si on pique votre curiosité aujourd'hui puis que vous n'étiez pas là la première fois, mais vous serez en mesure d'aller voir un peu de quoi il en retournait le 24 septembre dernier lors du premier midi Vivre la mort. Euh, je suis très heureux aujourd'hui, vous allez la rencontrer. Là, je la mettrai pas sous le spotlight, comme on dit tout de suite, mais je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter une collaboratrice, collègue et très grande amie maintenant dans ma vie qui va venir participer à cette deuxième rencontre où on va se demander, en gros, comment est-ce qu'on peut se préparer? Se préparer avec plus de cohérence, plus de pertinence, plus de sensibilité, mais aussi euh, comment on peut mieux être pour soi-même face aux réalités du mourir, de la mort et du deuil? Parce que un grand thème qui nous a amené à Un et un fourmille et dans la collaboration qu'on a avec Ariane Boulet, que je vous présenterai bientôt, qui s'est développé, c'est celui de se dire, malgré le fait que la mort est une réalité inéluctable, qu'elle est là, qu'elle y sera tout le temps dès qu'on est vivant, qu'on soit un humain ou même des organismes vivants de toute nature, on semble un peu, je le dirais à ma façon, inconfortable. Euh, on semble un peu dans le déni par rapport à ces affaires-là. Même quand on le sait, même quand on est en train de le vivre, même quand on entend parler, quand c'est très proche de nous ou très loin de nous, quand on en entend parler, par exemple, dans les nouvelles ou dans des moments où il y a des grandes catastrophes ou des accidents de la route, peu importe. On se rend compte qu'il y a comme un système peut-être en nous, là, c'est ma perception toute personnelle, qui fait en sorte que, on balaye ça sous le tapis, on le regarde, on fait, on a une réaction un peu générique de, ben oui, hein, c'est plat. Puis on passe à un autre sujet. Et puis donc, on s'intéresse avec le chantier Vivre la mort à se dire, comment est-ce qu'on peut mieux se préparer à ces réalités-là? Et puis, je me suis demandé, comme j'aime souvent faire, devant des mots simples qu'on utilise souvent, qu'est-ce que c'était la racine du mot se préparer? Hein, se préparer, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, ce que ça veut dire, j'ai cherché, là, grâce à l'intelligence qu'on dit artificielle ou à l'envers, là, que le mot se préparer, ça veut dire, et j'aime bien le mot qui a été choisi, s'arranger pour l'avenir. Hein, on le dit souvent en québécois, on s'arrange pour sortir, on s'arrange pour bien planifier nos choses, pour faire en sorte que nos recettes, nos parties soient bien organisées. Mais devant la mort, on dirait que il y a comme je le disais,
un refus de s'arranger ou que notre stratégie pour s'arranger, c'est de pas s'arranger, ce qui est très, très, très semblable. Je l'ai constaté dans les années où j'ai développé là, les activités du mouvement Habitat, à toutes les réalités du vieillissement et de la vieillesse. Hein. On le sait qu'on vieillit, on le sait que ça va arriver, que ça arrive à tous les jours de notre vie, mais on veut pas nécessairement en parler. Donc, pourquoi se préparer? Comment se fait-il qu'on vit des deuils et qu'on ne se prépare pas, même si on le sait? C'était un grand mystère pour moi. Puis j'ai eu l'occasion, comme je le disais, de collaborer avec Ariane, que je vous présente dans quelques minutes. Puis dans le contexte de nos ateliers qui sont en vue de la création d'une œuvre qu'on planifie présenter en 2027, qui s'appelle L'espace m'est apparu, qui tourne autour de la mort de mon père, qui est arrivé le 17 août 2020. Je me suis rendu compte que même si je le savais qu'il allait mourir, même si ça faisait longtemps, ça m'a seulement frappé. C'est devenu clair pour moi le jour où il est mort. Parce qu'avant ça, c'était un peu théorique tout ça. C'était un événement un peu hors du temps puis hors de la réalité physique qui est la mienne. Donc, j'ai choisi de vous lire en primeur, là, je fais un peu des blagues, mais un extrait d'un texte qui va faire partie de cette présentation qui s'appelle L'espace m'est apparu. Et l'espace m'est apparu sera donc une performance d'environ 1 heure autour de la mort de mon inspiré, si je peux dire, de l'événement qui est la mort de mon père dans ma vie, où on va utiliser une espèce de flot de la conscience pour présenter qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars qui s'appelle François, puis peut-être même avec Ariane, qui, je l'espère, va accepter d'être dans le spectacle comme je le vois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars-là, puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars-là alors qu'il se demande, c'est quoi mourir? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour moi, pour ma société, pour mes communautés? Donc, on vous tiendra au courant du développement de ce spectacle pour 2027, mais je vais vous lire une courte page de ce texte-là, parce que je pense qu'il évoque de façon peut-être plus sensible et poétique à ma façon ce qui m'arrivait le matin ou après que l'infirmière m'ait appelé, alors que je conduisais ma voiture, puis que je m'en allais voir mourir mon père, un peu ce qui est arrivé dans mon cœur, puis dans ma tête. Je regarde à côté, mais c'est parce que j'ai le texte dans mon écran. Je suis en route. Je conduis dans la turbulence du vent. La semaine passée, quand mon père est entré à l'Hôtel Dieu, le médecin a dit qu'elle pouvait pas savoir combien de temps ça allait durer sa mort. Mais que si les changements dans son état se faisaient sur des jours, ben, que ça allait être des jours, puis que si c'était sur des heures, ce serait des heures, sur des minutes, que ce serait des minutes. Puis c'est ça que l'infirmière à qui je parlais au téléphone m'a dit. Elle m'a appelé parce qu'elle voyait des changements aux heures. Elle m'a dit, ça veut dire que vous vous en venez. Je suis en route. Je conduis dans la turbulence du vent. Depuis des mois, je dis, mon père est mourant, mon père va mourir dans l'année. Ça fait des mois que je le sais, que je le dis à tout le monde. Et là, les mots s'impriment sur l'écran de ma conscience. C'est aujourd'hui que mon père va mourir. Puis vous le voyez, même en replongeant dans ce texte-là, c'est un peu la seule façon d'appréhender, de comprendre, de sentir de façon très sensible combien on veut pas parler de ça, même si on le sait. Fait que, merci de votre écoute dans ce texte. Vous le voyez, euh, inéluctablement, quand on donne une forme simple comme ça à cette réalité-là, puis moi, je suis un artiste, je le fais à ma façon, ça nous émeut, ça nous met en mouvement, parce qu'on ose ouvrir la porte, parce qu'on ose dire, ah, mais c'est pas parce qu'on veut pas en parler que c'est pas nécessaire de le faire, c'est pas parce qu'on veut pas se préparer que c'est pas nécessaire de le faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai invité, et là je la mets sous le spotlight, là, avec grande joie, euh, Ariane Rioux. Ariane Rioux. Franchement, Ariane Boulet. Allô, Ariane. Je suis trop ému, là, je dis n'importe quoi.
C'est magnifique, ça va rester gravé. Et aïe, aïe, j'ai averti que c'était enregistré, hein, donc Ah, ça l'est pas. Ça l'est pour l'éternité. Bonjour Ariane. allô. Je suis tenté, avant que tu te présentes en quelques mots, dire un peu quelle est notre relation et tout ça, de savoir déjà, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que tu as entendu, que j'ai dit, qui te frappe, qui pourrait être une bonne façon d'introduire notre question d'aujourd'hui? Ben, tu sais, oui, il faut savoir que, tu sais, François et moi, ça fait 3 ans qu'on parle de ses expériences, du décès de ses parents et de ce sujet-là de façon exhaustive et dans toutes les sphères possibles, en tout cas celles auxquelles on a accès consciemment. Donc, tu sais, évidemment, c'est pas du nouveau pour moi, mais tu sais, ce qui me frappe, c'est que oui, il y a la question de se préparer, mais en même temps, il y a tellement quelque chose qui se prépare pas aussi. Tu sais, fait que puis peut-être que dans ce qui se prépare, c'est comment on peut se préparer à être en relation avec ce qu'on contrôle pas puis qu'on comprend pas. Tu sais, Mhm, il y a de ça aussi, je pense, qui fait partie de la question de se préparer. Tu sais, quand on pense à se préparer, on pense souvent à ce qu'on peut contrôler. Puis c'est une partie de la réponse. Tu sais, quand je travaille à l'hôpital en soins palliatifs, c'est souvent comme ça que j'explique mon rôle. Tu sais, je dis toujours, il y a une partie dans l'expérience qu'on peut essayer de comprendre, puis d'en contrôler au maximum pour que les décisions qu'on prend soient éclairées, puis qu'elles correspondent à nos valeurs, puis nous ressemblent. Puis il y a aussi toute une partie qu'on contrôle pas, puis qu'on comprend pas, puis qui nous dépasse. Puis ça, c'est mon travail, tu sais, d'apprivoiser ça, puis de voir quelle relation on peut développer avec ça pour que ce soit le plus sain possible pour soi en fonction de qui on est, puis encore une fois, que ça nous ressemble. Ouais. mhm. Bon, là, on va cadrer ça un peu mieux. Je suis plongé dans une invitation tout de suite vers toi, mais Ariane l'a évoqué, nous, on collabore en tant que collègues, artistes, collègues aussi, un peu chercheurs au niveau de certaines idées devant des réalités complexes comme celle du mourir, de la mort et du deuil. Et je l'ai invitée aujourd'hui parce que c'est ma collègue, parce qu'on est des co-créateurs de cette œuvre dont je vous parlais, mais c'est aussi une intervenante à l'intérieur d'une institution où elle accompagne plein de gens et de familles et de communautés autour de la mort. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu plus officiellement, Ariane, à nous dire d'où tu nous parles, puis quelles sont tes expertises qui t'amènent à collaborer avec moi comme artiste, mais aussi comme intervenante de fin de vie ou doula de fin de vie d'une certaine façon. Hmm. Fait que c'est ça, d'une part, mon premier métier qui est celui d'artiste en danse que je pratique depuis 15-20 ans maintenant, à la base beaucoup comme interprète classique, là, 200 shows par année, puis tout ça. Et puis de plus en plus comme créatrice, puis co-fondatrice, puis co-directrice de mon organisme de création et de production, le RADO. Et puis depuis 2020, j'ai amorcé une transition de carrière pour devenir accompagnante de la fin de vie et du deuil. Donc, je travaille dans plusieurs contextes, entre autres au département des soins spirituels de l'hôpital, donc dans toutes les unités de l'hôpital, aux soins palliatifs, à l'urgence, aux soins intensifs, etc., dans une dynamique de crise, donc dans une dynamique de pagette et de situation de crise avec des familles qu'on ne voit souvent qu'une seule fois, malheureusement, donc pas un contexte de suivi. Je travaille aussi en soins palliatifs à domicile avec le CLSC dans le contexte des thérapies assistées par les psychédéliques qui sont en train de nous révéler des choses vraiment très intéressantes par rapport à ce qu'on appelle la souffrance existentielle en fin de vie ou la douleur totale ou le syndrome de démoralisation, là, selon notre paradigme. Et puis, je travaille aussi comme consultante au phare enfants-famille, soins palliatifs pédiatriques pour le personnel soignant, puis par rapport aux relations non verbales avec les enfants non verbaux. Et puis voilà, je pense que Puis, j'ai... ben, on l'a souligné quelques fois maintenant, tu sais, je pense que c'est une de tes forces, en tout cas pour moi, d'avoir une connaissance très approfondie de par ton travail ou un de tes travails, mais aussi toutes les études que tu as faites pour arriver à faire ça et ton intérêt et ton engagement depuis toutes ces années-là à être une artiste qui aborde ces réalités-là par la réalité, entre autres, du mouvement physique qui mène aux idées, qui mène à créer ces espaces-là que nous avons créés ensemble.
Puis pour commencer, hein, sachez-le, on fait une courte présentation, Ariane et moi. La majorité de la rencontre d'aujourd'hui sera composée de vos témoignages, vos idées pour répondre à cette question qu'on vous propose, qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux pour se préparer avec plus de cohérence, plus de sensibilité, plus d'alignement avec qui nous sommes devant ces réalités-là. Mais j'avais envie que vous rencontriez Ariane maintenant, qu'elle vous parle un peu de ses constats, qu'elle vous parle de ce qu'elle conçoit comme la raison ou des raisons principales pour lesquelles on ne se prépare pas. On va ensuite vous demander des partages, des activations, et on reviendra avec Ariane à la fin qui pourra un peu comme je lui ai demandé tout à l'heure, nous réagir, voir ce qui l'a frappé dans l'ensemble des partages autour de cette question-là. Donc, avant d'aller vers vous, on prend 5-6 minutes. La première question que j'ai pour toi, Ariane, c'est qu'est-ce que c'est ton constat principal ou des constats principaux que tu as constatés dans ta pratique? Tu en as déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y en a qui te frappent? Ah oui. Puis là, je vais prendre ta question au mot, c'est-à-dire quel est ton constat? Fait que je vais me permettre, si vous me le permettez aussi, de parler de mon expérience clinique, hein. Donc, par définition, ben, c'est un constat limité à mon expérience clinique. Donc, je ne vais pas vous citer des études là, Mhm. sociologiques sur la question. Là, je vais vous parler de ce que je rencontre dans ma pratique à l'hôpital. Puis mon constat, puis c'est le constat de la grande majorité des patients que j'ai le privilège de rencontrer, c'est justement à quel point ils sont pas préparés. Tu sais, donc, à quel point ils se sont pas préparés pour ça. Donc, tu sais, typiquement, c'est le moment où un diagnostic tombe, un pronostic tombe. Et puis, tout est à apprendre, tout est à décider, parfois en très peu de temps, parfois en beaucoup de temps. Chaque cas de figure a son lot de défis différents, là. Puis même, tantôt, je parlais de ce qu'on peut contrôler, là, même au niveau de ce qu'on peut contrôler, la très grande majorité des proches, des patients et de leurs proches ne savent pas vraiment ce que sont les soins palliatifs, ne savent pas vraiment ce que sont les niveaux de soins. Les niveaux de soins, c'est un choix, hein, c'est une décision du patient, de la patiente. Donc, même Mhm. au niveau médical, au niveau de ce qu'on peut contrôler, souvent, c'est une éducation qui n'a pas été transmise. Et puis là, il y a des décisions majeures qui doivent être prises dans des états émotifs, évidemment. Tu sais, c'est des moments très chargés, c'est des moments très bouleversants, assez bouleversant pour que, idéalement, on recommande de ne pas prendre de décision dans un moment comme ça, tu sais, puis au contraire, souvent, c'est des moments où il faut prendre des décisions très importantes et apprendre énormément sur déjà juste d'un point de vue très, très concret, le niveau de soins. Euh, donc, ça, c'est le premier constat. Après ça, au niveau de ce qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, et puis je constate ça encore plus fortement maintenant que je suis enceinte, puis que j'ai accès à la préparation à la naissance, la préparation à l'accouchement. Je vois je vois le fossé. Je vois Mhm. le fossé entre les deux parce que dans ma préparation à l'accouchement puis à la naissance, on est très préparé en amont. Donc, on se fait préparer pour prendre la majorité des décisions médicales en amont, puis c'est quelque chose. Évidemment, c'est pas la même réalité, tu sais, dans le contexte de la grossesse, on a 9 mois, donc c'est pas le même rapport au temps, mais quand même, tu sais, il y a quelque chose dans les cultures hospitalières où la transmission de l'information, mais la préparation aussi au niveau émotif et psychologique à ces réalités-là, c'est des choses qui sont pas transmises, donc elles reposent complètement sur les capacités de l'individu à aller chercher des ressources. C'est pas qu'il n'y a pas de ressources, Mhm. mais c'est qu'il faut aller les chercher. Puis quand tu es dans un contexte de deuil ou même de deuil blanc, quand c'est un contexte de trouble neurocognitif ou peu importe ce qui est venu avant le décès, aller chercher de l'information sur Internet, tout ça, on sait que les capacités cognitive et de concentration diminue en contexte de deuil, c'est très, très connu. Fait que, tu sais, ça devient difficile. Fait qu'il y a quelque chose dans le système général, donc qui serait le milieu hospitalier, idéalement, ou le CLSC, donc qui, dès que c'est pertinent, dès les premiers signes, de vraiment commencer à avoir ces conversations-là
d'un point de vue des niveaux de soins, mais comme je disais aussi, d'un point de vue de comment veut-on se préparer, comment veut-on rencontrer les émotions que ça nous fait vivre, notre relation au contrôle et à l'inconnu, parce qu'il y a beaucoup Hmm. d'inconnus, évidemment, dans la question de la fin de vie et de la mort. Puis, puis il y a une relation avec l'inconnu qui est vraiment bonne à rencontrer, puis à aller creuser un petit peu pour être capable de prendre des décisions qui sont cohérentes avec nos valeurs, avec Hmm. la personne qu'on est. Euh, Puis tu dirais, Ariane, que au vu de tout ce que tu nous exposes, là, qui sont, j'imagine, une petite partie de tous tes constats, pourquoi, tu as déjà parlé du fait qu'on est sous le choc, on a des capacités même neurologiques diminuées, on a des... Mais pourquoi, au-delà de dans chaque moment, qu'est-ce que tu dirais est une ou deux des grandes raisons pour lesquelles on se prépare pas? Pourquoi on le fait pas? Parce que c'est un grand constat et je l'ai constaté en moi-même. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu penses qu'on le fait pas? ouais. Je veux juste dire que ce qui arrive bien souvent, puis qui est tout à fait normal et c'est très, très humain, mais quand on n'est pas préparé à tout ça, ce qui va sauter rapidement comme mécanisme, c'est un mécanisme de contrôle, hein. Puis c'est très, très humain de faire ça, puis c'est très normal, mais ça va parfois nous faire passer à côté de la dimension de l'expérience qui peut des fois être salvatrice. Donc, on parlait de être avec l'expérience, tu sais, salvatrice pas au niveau que ça devient merveilleux, là, c'est vraiment pas ce que je dis, mais quand ce qui saute, c'est un mécanisme de contrôle, puis si on le voit très, très souvent, ça crée des deuils plus compliqués parfois après parce qu'on n'a pas eu la chance de vivre pleinement l'expérience qui était devant nous, puis d'être avec ce qui se jouait à ce moment-là. Puis bien évidemment, ça c'est tout un autre sujet, mais il y a plusieurs sociologues qui sont en train de nommer, de verbaliser, d'étudier que notre nouvelle conception sociale du bien mourir au Québec, ça devient tranquillement l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est un gros changement de paradigme là, par rapport à notre relation euh, au mourir. Puis, ben, évidemment, il y a plusieurs raisons qui mènent à ça. Il y en a plein. Puis la première, je pense, et pas juste je pense, là, c'est aussi quand même assez étudié, c'est que la mort est de plus en plus éloignée de nos réalités, entre autres par le privilège qu'on a d'avoir des spécialistes, donc des contextes Hmm. hyper spécialisés qui nous aident énormément, puis on est très chanceux d'avoir accès aux soins palliatifs, etc., etc. Mais en même temps, la réalité du mourir a été quand même extraite des communautés, alors que le mourir, comme la naissance d'ailleurs, euh, anciennement n'était pas médicalisé et appartenait aux communautés. Ça avait ses pour et ses contre, comme maintenant la médicalisation a ses pour et ses contre. Mais un des contre, c'est qu'on n'est plus proche de ces réalités-là, fait qu'il y a une perte de connaissance intime et immédiate. Donc, puis il y a une perte de confiance aussi en notre capacité de prendre ça à bras-le-corps, la fragilité puis la fin de vie. Donc, c'est sûr que l'hyperspécialisation a à voir là-dedans parce qu'on n'est plus en contact à moins qu'on en ait vécu beaucoup, qu'on travaille là-dedans, etc., évidemment. Hmm. L'autre aspect, ben, c'est les médias, tant au niveau de la fiction que des médias, des nouvelles, là. La mort est souvent présentée d'une façon spectaculaire, en tout cas d'une façon qui ressemble très peu à la grande, grande majorité de la réalité, là. Donc, on a une conception, une perception, une représentation qui est souvent fausse, puis on s'intéresse beaucoup à l'aspect sensationnaliste aussi. Hmm. D'ailleurs, quand il y a un décès traumatique dans les médias, comme un meurtre ou un suicide ou des choses comme ça, souvent ce qui est mis de l'avant, c'est l'aspect un peu narratif, fiction, pourquoi il a fait ça, etc., plutôt que de quoi les proches ont besoin. Tu sais, moi, c'est mon rêve que dans les médias, on parle de quoi les proches auraient besoin plutôt que de créer un personnage là, tu sais, autour de ça. Ouais. Puis, Ouais. ben, d'abord, merci de ce partage parce que je pense que c'est déjà éclairant de connaître même de façon synthétique et un peu superficielle, là, parce que ta connaissance est beaucoup plus vaste que ça. Mais
On va ouvrir le micro là, et la place aux gens autour de cette question-là. Comment est-ce qu'on peut se préparer? On a été inspiré par toi, Ariane, autour de ces réalités-là. Sachez-le, à partir de maintenant, avant que je vous fasse des remerciements puis une demande précise, vous pouvez participer de deux façons. Vous connaissez la fonction qui vous permet de lever la main. Sinon, manifestez-vous dans le clavardage pour qu'on vous aide à la connaître. Puis si vous n'avez pas envie de partager à voix haute en ayant votre visage vu, on vous invite aussi à utiliser justement la fonction clavardage qui vous permettra de répondre à votre façon à cette question qu'on vous propose. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux se préparer aux réalités du mourir, de la mort et du deuil? Et avant de passer à mes remerciements et à l'ouverture à la conversation, je veux dire que pour moi, la réalité du mourir est très nouvelle, mais elle m'a donné à comprendre que, un peu comme la naissance qui se prépare sur plusieurs mois, qui se prépare même souvent dans l'imagination des parents depuis, comme pour toi, Ariane, plusieurs années, il y a un espace-temps. Il y a comme une continuité et le mourir, c'est ça que ça veut dire, hein, je le dis à ma façon et avec beaucoup d'humilité, n'ayant une compréhension assez superficielle, mais que le moment de la mort, c'est un instant, hein. Ça dure quelques instants ou pas très longtemps. Mais le mourir, lui, est une période de temps où on est l'accompagnant, hein. Moi, j'ai accompagné ma mère dans son mourir autant que dans sa mort. Je tenais à le souligner pour ceux et celles là, qui avaient peut-être jamais entendu cette expression-là, que le mourir nous parle donc de cet espace-temps où on est avec la fatalité du moment de la mort, du passage de la vie à la mort. Donc, petite précision faite. J'ai remercié tout à l'heure Caroline, ma collègue et maintenant amie du soutien qu'elle me porte, mais bien sûr, la rencontre d'aujourd'hui n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas des grandes fondations qui sont ceux et celles qui nous soutiennent, euh, qui nous ont soutenus dans la préparation du mouvement Habitat, mais maintenant dans le chantier Vivre la mort. Donc, je les nomme quand même la Fondation François et Monique Bourgeois, la Fondation Luc Maurice, J. Armand Bombardier, Mirella Elino Saputo et Ariane Rioux, celle, elle est bien présente à mon esprit parce que sans elle, on n'aurait pas la rencontre d'aujourd'hui. Ariane Rioux et Réal Plourde. Donc, je tiens à prendre un moment pour remercier les gens qui représentent ces fondations qui ont pris le temps de nous écouter, mais qui ont aussi décidé de nous soutenir, certains d'entre eux depuis plusieurs années. D'autre part, ça me permet de vous lancer une invitation à vous aussi. Vous l'avez peut-être vu dans nos réseaux sociaux. On a lancé lundi dernier une campagne pour soutenir la préparation des activités du chantier Vivre la mort. C'est une campagne très modeste où on cherche à accumuler 10 000 $ là, dans un budget qui est, vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus grand. Donc, Caroline va partager le lien de la campagne dans le chat. On se fera un plaisir aussi de communiquer avec vous demain pour vous le recommuniquer. Et à la mesure de vos moyens, si c'est rien, c'est parfait. Si c'est quelques dollars, c'est parfait aussi. Mais on, on, on compte bien sûr sur le soutien très grand et très large des fondations, mais on a envie que ce mouvement-là, ce chantier-là de réflexion et d'imagination soit soutenu par vous aussi. Donc, on vous lance cette invitation. Et on est déjà très reconnaissant que vous y pensiez et que vous agissiez si c'est possible pour vous. Euh, c'est maintenant le moment d'une autre contribution de votre part qui est, on a envie de vous entendre, soit par la version clavardage, soit dans la version avec une image et du son. Je vois déjà qu'il y a Louise qui a levé la main. Et puisqu'on est maintenant un peu plus d'une quarantaine, qu'on aura à peu près, je dirais, 17-18 minutes pour ce partage-là, voici la forme que je vous propose. En réponse à la question comment est-ce qu'on peut se préparer, je vous demande de me donner un mot. Pour me préparer, je dirais pour ma part, sentir. Sentir les choses parce que ça me permet de désintellectualiser et de tourner dans mon corps, dans mon souffle, dans mon senti pour mieux comprendre ce qui m'arrive. Donc, un peu, jouons à ce jeu-là d'une synthèse à travers un mot, bien sûr, et ensuite de quelques phrases qui vous permettent de nous parler de pourquoi vous avez choisi ce mot. Bien sûr, dans l'idée de permettre peut-être à 5, 6, 7, 8 personnes de pouvoir s'exprimer et de laisser la place
au maximum de gens. Donc, on y va tout de suite avec toi, Louise. Euh, Et merci, François. Écoute, c'est dur, tu me demandes un mot. Ben, vulnérabilité, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Puis Ariane, merci pour ta présentation qui m'a beaucoup touchée, qui est tellement sensible. Et puis, ce que ça me fait penser, la vulnérabilité, c'est que puis t'as parlé de l'aide médicale à mourir, puis je sais que ça devient de plus en plus, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui se questionnent par rapport à ça, puis qui se demandent, mais ce que j'entends, moi, souvent chez des aînés, c'est plus la peur de vivre cette vulnérabilité qui précède la mort. Mm. Puis j'entends qu'il y a une peur de ça, comme si on allait perdre, comme la vie, c'est qu'il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit performant, il faut que ça soit euh, faut le voir. Puis là, tout à coup, si tu commences à perdre ça dans la vieillesse avancée, c'est comme insupportable. Tu sais, c'est ça que j'entends. Puis même moi, j'appartiens à cette génération qui a beaucoup valorisé l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Tu sais, puis je me rends compte que c'est quelque chose, j'ai besoin de me rapprocher de cette vulnérabilité-là pour la sentir, pour pas en avoir peur, justement. Tu sais, puis je pense que c'est ça qui prépare aussi à la mort, c'est de s'abandonner à se laisser aller qui fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, puis la Puis, vie fait partie de la mort, tu sais. si je peux me permettre, on dirait, Louise, que tu donnes une réponse à l'invitation ou au constat d'Ariane autour du contrôle. Une très bonne façon, en tout cas, je l'interprète comme ça, Oui, de se oui. laisser ressentir, être vulnérable ou aller Fragile, oui, ça nous permet peut-être de laisser aller une part de contrôle. Je ne sais pas oui. si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter là-dessus, Ariane. Elle allume son micro. Oui, c'est toujours une étape. Mais tu sais, la portion du contrôle est pas mauvaise, puis elle est importante. Tu sais, on a besoin d'avoir du contrôle sur quelque chose pour pas tomber dans de l'anxiété pure, là, tu sais, mais il faut pas. L'enjeu, c'est quand tout devient du contrôle et que c'est un mécanisme et que c'est pas un choix. Tu sais, Mm, c'est là que ça devient problématique, tu sais, tout comme toutes les décisions, tu l'as bien dit, Louise, là, l'autonomie puis l'indépendance, c'est des valeurs sociales dominantes, puis on voit les impacts que ça a. Ce ne mm, sont pas des mauvaises valeurs, ce sont de magnifiques valeurs quand elles sont conscientes puis incarnées, puis que c'est ça le mm, choix, parce que c'est mm, ça qui me ressemble. Mais quand la majorité de la population prend des décisions là-dessus, juste parce que ça fait partie de la bien-pensance, là, ça peut avoir des impacts plus difficiles après, du fait que justement, c'était peut-être pas cohérent. Tu sais, c'était peut-être ouais, pas cohérent ouais, avec où on est puis qui on est à ce ouais. moment-là. Puis pour finir, Louise, j'aimerais ça t'entendre sur, donc, tu nous parles d'une expérience, tu dis, moi, je me rends compte que t'as fait un choix d'être vulnérable. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais? Ben, moi, c'était un deuil de laisser aller certaines choses qui faisaient partie, disons, de mon autonomie. OK? Puis de me sentir vulnérable, ça ouvre pour moi sur de belles choses. Ça ouvre sur, je suis plus sensible aux autres, je me sens que j'ai plus d'empathie dans mes relations. Je reçois, je me laisse accueillir aussi tu sais, la bienveillance qui vient des autres. Tu sais. C'est une belle expérience. Et puis, tu sais, fait que je recommande la vulnérabilité. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Merci. Louise, de ta contribution, puis on va se reparler certainement très bientôt. Merci. On va aller maintenant à Lynn, qui est au Témiscamingue. Oui. Bonjour, Lynn. Allô? Allô? Alors, quel est ton mot, toi, Lynn? Moi, là, j'ai eu deux mots. Le premier, c'est spiritualité, puis le Hmm. deuxième, c'est paix. Parce que j'ai assisté à trois décès. J'étais présente pour les trois décès. La grand-mère de mon conjoint, le père de mon conjoint, puis après ça, mon père. Puis moi, j'ai vécu ça comme une paix, là. C'est incroyable. C'est pas quelque chose. Mon père est décédé, ça va faire 10 ans, presque. Et même encore aujourd'hui, je vis ça comme ça. Par contre, je me pose la question, est-ce que je vais le vivre encore comme ça, mettons, pour quand ma mère va partir? Ça, je sais pas, tu sais, mais présentement, moi, c'est vraiment ce côté-là je trouve qu'il y a une paix incroyable quand la personne part. Fait que pour moi, la préparation, c'est côté spirituel et la paix. Je le vois comme ça.
Puis comment ça s'incarne pour toi, la spiritualité, là? Est-ce que c'est par rapport à une religion ou Non, par rapport à... Donc, c'est quoi ta version du mot? Parce que spiritualité, hein, ça peut vouloir dire beaucoup oui, de choses pour ben beaucoup moi, de gens, c'est mais... pas, ben pour moi, c'est pas partir puis jamais revenir, là, tu sais. Pour moi, c'est pas ça, là. Mhm. Moi, je crois à d'autres choses. Je crois, mettons, à la réincarnation. Fait que ça peut être, c'est peut-être ce côté-là qui m'apporte ce côté-là. Puis c'est comme un côté rassurant, je trouve, Mhm. pour moi. En tout cas, je trouve que c'est un côté rassurant de le voir comme ça. Puis mon père, il ne voyait pas du tout comme ça. Lui, c'était vraiment le contraire. Puis moi, les morts que j'ai vécues, parce que c'est 3 morts en dedans d'à peu près 20 ans, j'étais présente à chaque fois. Puis ça s'est passé comme ça, avec une très paisible. Puis, par contre, je regarde ma sœur, on est élevés ensemble, là. Mais ma sœur, elle a fait une crise épouvantable. Ils ont été obligés de la traiter pour qu'elle arrête. Parce que c'était vraiment. Fait qu'on n'a pas la même version. Quand moi, je Mhm. parlais que j'avais vu la grand-mère de mon conjoint puis mon beau-père, j'étais présente quand ils sont décédés. Elle m'a dit, oh, wesh, oh non, je serais pas capable. Fait que quand notre père est décédé, ah, hey, ça a été vraiment la version, l'autre côté, là. Quasiment la grosse panique, là. Fait que Mhm. pour moi, c'est plus. Je sais pas d'où ça me vient, ce côté-là paisible ou Mhm. Ben, c'est ta perception, puis peut-être ouais. Ariane, très brièvement, tu peux nous dire un peu ce que ça évoque pour toi. Merci beaucoup du partage, Lynn. On va écouter Ariane, puis ensuite on va se Mhm. rendre écouter Michel. Merci, Lynn. Oui, Ouais, merci. c'est pas les médias qui ont pris le dessus sur ton expérience, finalement. Ah, Puis c'est toujours ça, tu sais, c'est d'être avec, tu sais, la réalité de ce qui se joue pour nous, puis peut-être qu'en descendant vraiment dans cette expérience-là, tu sais, c'est ça qui a existé pour toi, puis c'est ça qui est précieux parce que c'est ça la vérité de cette expérience-là singulière pour toi à ce moment-là, tu sais, puis c'est Oui. ça qui a la valeur. Puis effectivement, tu sais, quand on parle des deux plus grands facteurs de résilience dans la mort puis le deuil, c'est la communauté puis la spiritualité. Euh, Puis la spiritualité, c'est dans le sens qu'on donne à l'expérience. Donc, ce sens-là, il peut être infiniment varié. Tu sais, si je peux me permettre juste très rapidement, tu sais, il peut même être très concret. Tu sais, j'ai quelqu'un qui a perdu son épouse d'un suicide. Elle est décédée d'un suicide. Et puis, le sens qu'il a donné à l'expérience, c'est ben, elle est décédée de sa maladie. La dépression était trop grande. Puis Mhm. c'est ça le sens qu'il donne à l'expérience, tu sais. Et c'est profondément spirituel parce que c'est comme ça qu'il se relie au décès de cette personne-là. Ça a du sens pour lui, c'est juste, c'est sain, c'est adéquat. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être transcendant tout le temps. C'est ce que je voulais dire. Mais ça peut l'être aussi, mais pas Merci, nécessairement. Ariane. Merci. On va aller voir Michel Rinfret maintenant. Bonjour, Oui, Michel. bonjour. C'est quoi ton mot, Alors, toi? apprivoiser, apprivoiser. J'ai 80 ans et depuis 3 ans, je fais une démarche beaucoup plus consciente par rapport à ce qu'est le mourir en suivant un atelier de une fois par mois pendant 1 an qui était précisément là-dessus. Après ça, j'ai fait plusieurs lectures aussi qui m'ont beaucoup aidé. Ça, je pourrais d'ailleurs donner des références. J'en ai des excellentes. Après ça, dans la vie quotidienne, j'ai vraiment consciemment choisi d'apprivoiser le contrôle et puis l'inconnu, là, l'ouverture, laisser aller le contrôle. J'étais bien d'accord avec ce qui était dit précédemment. Entre autres, j'aime regarder les fleurs puis voir comment on les trouve tellement magnifiques quand elles sont en plein épanouissement. Mais moi, je les garde même après quand elles sont fanées et je les regarde et je vois que je mets vraiment de la présence, comme les feuilles qui tombent cet automne, comment elles se détachent de l'arbre, la danse qu'elles font, puis c'est la dernière danse. Puis après ça, on les écrase avec plaisir à cause de la musique qu'elles font. Puis elles vont disparaître un jour. Alors, c'est vraiment dans ma vie quotidienne que j'apprivoise que je vais disparaître. Je suis en train de diminuer et je vais disparaître pour que ça devienne une expérience intime, justement. Et je Puis fais du chi. on Oui, dirait aussi que Ariane l'évoquait tout à l'heure, il y a eu un choix conscient aussi de te donner des moyens, et puis tu sais, tu en parles oui,
de façon magnifique et de façon, je vais dire un mot poétique ou même, tu sais, Mm. né d'une observation très fine. Je trouve ça très inspirant. Donc, merci beaucoup, Michel, de ton partage. Puis, si tu as envie de nous écrire les références dont tu parlais dans le clavardage, ce serait bien. Comme OK. ça, on pourrait les Il va garder en... falloir que j'aille les trouver, alors je les donnerai une prochaine fois. Et j'ai une question pour Ariane. J'ai entendu le mot psychédélique et j'ai pas très bien compris l'usage qu'on en faisait, mais je suis très intéressée à en savoir plus. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un midi vivre la mort, mais si tu veux, en 30 secondes, Ariane, merci Michel. Si tu veux, en 30 secondes, Ariane, nous parler un peu de ça, ça serait bien. Je vais faire ça vite parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les thérapies assistées par les psychédéliques sont encore assez marginales au Québec. Elles sont légales dans le contexte de certains diagnostics seulement, dont la souffrance existentielle en fin de vie. Il y a d'autres diagnostics aussi qui permettent d'y avoir accès, la dépression réfractaire, d'autres choses comme ça. Ce qui est le plus utilisé, c'est la molécule de la kétamine, puis la molécule de la psilocybine, donc la molécule active des champignons magiques. Hmm. Et puis, c'est accompagné médicalement. Puis, donc, ça donne vraiment accès à une transe, là. Il y a tout un... Il travaille sur des nouvelles microdoses pour avoir accès aux bénéfices sans la transe, etc. Mais pour l'instant, il y a vraiment une transe associée souvent d'une sortie de corps, etc. Puis, c'est des expériences qui, euh, dans leur meilleure version, donnent accès à ce sens qu'on donne à l'expérience, souvent du fait de se sentir partie d'un tout, partie de quelque chose de plus grand, de se sentir non divisé. Donc, c'est l'expérience spirituelle, finalement, là, qui est permise par ces molécules-là, qui donne accès à 30 ans de méditation en 2 heures. Merci, Ariane. Tu as bien raison de souligner qu'on pourra peut-être y revenir. C'est un sujet intéressant, comme l'aide médicale à mourir, d'ailleurs, qui est très prévalente. Un autre Retournons à nos réponses d'aujourd'hui. Le temps file. On va entendre les trois derniers intervenants qui ont levé la main. Je vous invite à continuer à répondre à la question dans le clavardage. Donc, c'est Lorraine, non? Oui, Allô, Lorraine? oui. Bonjour. Alors, mon nom est Lorraine Leduc. J'utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Désolée. C'est pour ça qu'il y a un autre nom qui paraît. Je suis membre d'Habitat depuis les débuts. Je chéris les expériences qu'Habitat m'a permis de vivre et encore plus celle-ci. Pour la raison suivante, j'ai été un peu absente du circuit habituel pendant un certain temps parce que j'étais extrêmement malade. Et quand je dis extrêmement malade, j'ai connu la mort, mais je suis revenue. Mhm. J'ai vraiment, donc, je suis riche de cette expérience-là. Heureusement, dans ma vie avant, par habitat ou d'autres réflexions, j'avais apprivoisé la question de la mort. Mon mot que je choisis, c'est méditer. Ça vient rejoindre ce qu'Ariane nous raconte là, à la toute fin de son dernier commentaire. Et je reviens donc à mon expérience simplement pour dire que j'étais, Dieu merci, pas mal bien préparée, puis j'avais exprimé clairement mes volontés. Donc, la partie Ariane que tu nommes comme étant le contrôle, là, j'avais placé mes cartes moi, avant que ça m'arrive. Mais Dieu merci, ça m'a donné une place pour revivre parce que j'ai perdu à la fois une partie de la l'aorte du cœur, j'ai eu des AVC, des pertes neurocognitives importantes, donc je n'étais plus moi-même. Mais graduellement, prenant conscience que j'étais encore en vie et que je voulais vivre, je suis revenue tout doucement. Excusez-moi. J'ai eu une longue réhabilitation de plus de 2 ans et maintenant je suis capable de dire oui à la mort, encore plus. Parce Puis que puis un des outils que tu utilises, si je comprends bien, je m'excuse de t'interrompre, mais je veux vraiment laisser un peu de temps aux gens qui oui, veulent parler. Donc, tu utilises la méditation pour continuer cette considération-là et oui, regarder le ta mot vie. méditer, je l'accordais, je l'associais beaucoup à la préparation spirituelle. Il y en a été question par d'autres, je reviendrai pas trop là-dessus. Mais pour moi, si le mourir a un sens autant que le naître, et le vivre, ben, c'est par la préparation spirituelle. Donc, je suis ici pour cheminer avec tout le monde. Merci. Merci, Lorraine. C'est très contente de te revoir. Mais moi On se aussi. revoit bientôt. On va aller voir Carole. Bonjour, Carole.
Ah, Carole! Une autre que je revois après une longue période de temps. On t'entend pas, Carole, malheureusement. Pendant que tu trouves le moyen d'ouvrir ton micro, Carole, je me permets d'aller voir Mike. Non, je suis Euh, là. Ah, voilà, tu es là. Bon. Ah, je pensais pas me reconnaître. Ben oui. Là, moi, j'ai deux choses. C'est Un que, mot, deux mots, deux phrases, parce que là, il faut y aller aïe, aïe, bien un rapidement. mot, c'est insécurité. Hmm. Ça, c'est mon mot. Parce que je vieillis, je vis seule et je ne veux pas être à la merci des gens qui vont me faire ce qu'ils veulent quand moi, je vais être diminuée. Parce que déjà là, je me sens déjà un petit peu à chaque année vieillir et diminuer. Et je me sens comme menacée par mon entourage, je veux dire, parce qu'il n'y a personne de proche de moi. J'ai une couple d'amis, mais ça, c'est comme relatif, hein. Je veux dire, eux aussi ils ont leur vie, eux aussi ils ont leur... Fait que moi, plus je vieillis, plus je me sens insécure. Euh, Comment on va me traiter? On parle souvent des HSLD, là, des choses, là. Si on décide de me mettre là, si on me décide tout d'un coup que je suis Alzheimer, tout d'un coup. Fait que là, vraiment, moi, là, c'est avant la mort, avant la mort comme telle, là, avant le jour J que moi, j'ai le plus d'appréhension. Hmm. C'est ça. Ben, Je vous avais écrit, je vous avais demandé de m'écrire, puis j'ai pas eu de réponse. Fait que là, j'en profite pour vous le dire, là, tu en nous personne. chicanes un peu doucement, tu fais bien, mais écris-nous pour Je être sûr l'ai fait de nous écrire au bon deux endroit. fois. Non, 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 mais Carole, Caroline va inscrire dans la conversation l'adresse où tous les messages maintenant circulent, c'est info à 1et1fondsmille.com. Donc, si tu nous écris à cette adresse-là de la compagnie, c'est sûr que tu vas être plus sûr de recevoir une réponse. Je suis désolé qu'on n'y ait pas répondu. Ton partage est très important parce que moi, c'est quelque chose, et tu pourras y répondre très, très succinctement, Ariane. C'est quelque chose que j'ai entendu très souvent, là, l'évocation d'une insécurité comme ça. Donc, c'est très précieux, ta contribution. Ariane, une réaction express. Très Fait qu'elle- content de te revoir, Carole. Merci beaucoup. C'est une inquiétude. Je vais revenir. Eh oui, j'espère bien. C'est une inquiétude très légitime et très compréhensible. Je pense dans le chat un commentaire de Félix là, qui parle d'angle mort là, que sont l'agisme et la maltraitance organisationnelle. Et c'est absolument une réalité. Et puis c'est un des mots de la sortie de la fragilité des communautés parce qu'en fait, sous l'indépendance, dès que, tu sais, il y a un médecin qui m'a dit une fois, quand on est en santé, on s'appartient, mais quand on est malade, on appartient aux autres, là. Mais sous cette supposée indépendance, en fait, se trouve une dépendance au système du moment où on perd de l'autonomie. Donc, et ce système est imparfait. Donc, c'est certain que c'est normal d'avoir ces inquiétudes-là du moment où on perd de l'autonomie, parce qu'effectivement, c'est le système qui va répondre à nos besoins de base. Puis c'est un système qui est variable et imparfait, là, comme vous le savez. On ne va pas parler de l'institution, mais c'est un autre gros sujet. Oui, tout à fait. Donc, d'où l'importance des communautés, encore une fois. Ouais. Merci, Ariane. Bonjour, Mike. Bonjour. Toi, ton mot, c'est quoi? Ben, mon mot devait être vivre, mais à bien écouter, j'ai changé le mot pour connexion. Parce que je crois que pour bien se préparer à la mort, ou préparer la mort, on a besoin d'apaiser qui nous sommes à l'intérieur en bien se connecter aux autres. Et c'est intéressant, je pense que j'ai une relation depuis un très bas âge, très ambivalente avec la mort, parce que mon père est mort quand j'avais 5 ans, mais dans ma famille, on ne me l'avait pas dit. Je suis pas Hmm. allé à ses funérailles. Hmm. Euh, la joke entre ma blonde et moi, c'est que mon père est toujours à l'hôpital, parce que c'est ça qu'on m'avait dit quand je cherchais mon père le lendemain de sa mort. Et ça fait quand même. Puis la plupart des hommes dans le côté paternel de ma famille sont morts dans la cinquantaine. Mhm.
Et je suis chanceux parce que j'ai dépassé ça. Mais je trouve que pour essayer de se sortir aussi, pour connecter avec Louise dans la vulnérabilité, c'est justement d'être avec les gens dans sa propre vulnérabilité, puis de les recevoir dans les leurs aussi, qui va nous aider à plus se préparer à la mort. Parce que veux pas, c'est inévitable. Oui. Puis, on dirait pour moi, Mike, que ce que tu évoques dans ton partage aussi, tu sais, c'est une obsession qui est la mienne, mais oui, il y a la connexion aux autres, mais il y a la connexion à soi. C'est-à-dire, tu sais, souvent dans les ateliers qu'on a développés, là, avec Louise et d'autres qui sont présents aujourd'hui, Elisabeth, entre autres, que j'ai vues, je crois que pour pouvoir se rendre vulnérable, là, c'est une façon très personnelle de l'exprimer, mais pour pouvoir se rendre vulnérable aux autres, faut d'abord et avant tout se rendre poreux, de se rendre transparent à nous-mêmes parce que ça devient la base de notre connexion. Donc, je trouve que ton partage est très inspirant et me permet de faire un partage qui est le mien, qui est à dire que moi, je crois que pour se préparer à cette partie inhérente de la vie qui est le mourir menant à la mort et au deuil qu'on vit, faut se rendre, faut connecter à soi. Puis il faut connecter à soi pour connecter aux autres et créer comme une spirale un peu inspirante. Là. Ce sera mon partage qui naît du tien. Donc, Mike, merci beaucoup de ton histoire, de ton partage. Vous le sentez, hein, il est 12h54, l'heure a passé comme ça. Je vois que vous avez été, j'ai rien lu dans le chat là, parce que j'ai pas le temps, mais je vois que vous avez été très généreux de vos contributions dans l'appareil qui nous permet de partager à travers le clavardage. Il nous reste 6 minutes, Ariane, qu'on divisera en deux. Tu as 3 minutes pour me parler de ce qui te reste, de ce qui te frappe. Toi aussi, peut-être que tu peux utiliser le principe des mots, quelques mots qui sont significatifs pour toi afin que j'ai comme un petit 3 minutes à la fin pour parler aux gens et les remercier de leur présence. Ben, tu sais, là, ça, tu as raison, là, ça passe tellement vite, puis je sens que tous les partages auraient tellement plus de couches de profondeur en dessous de ce qui a été dit, là, et d'expérience et de savoir implicite et explicite. Mais, tu sais, j'entends beaucoup les mots, tu sais, apprivoiser, vulnérabilité, tu sais, être avec, tu sais, cette expérience-là pas nécessairement dans une dynamique de contrôle ou de positivisme absolu, tu sais, qui est quand même assez récurrent, mais le besoin de descendre, tu sais, dans une expérience authentique, tu sais, telle qu'elle est, puis dénuée d'artifice, tu sais, plus connectée à soi, plus connectée aux autres aussi. Et puis, Puis, est-ce que et tu puis dirais j'aurais que, envie- oui, vas-y. non, mais est-ce que tu dis, parce que dans ce que j'entends beaucoup des idées qui ont circulé dans les ateliers qu'on a créés dans les 2 dernières années et demie et tout ça autour du fait que aussi, et tu l'as exprimé très clairement et très souvent même aujourd'hui, de dire que il y a rien de mauvais. Il y a rien de contrôler, c'est important autant que de trouver des moyens d'être vulnérable et de lâcher prise. C'est dans l'équilibre des deux qu'on trouve quelque chose qui est plus vivant, qui nous permet d'être avec. Parce que si on démonise une chose pour rendre la seule chose, c'est d'être vulnérable et de tout ressentir et de se laisser aller au complet, c'est sûr qu'on le fait pas, hein. Puis c'est ressorti très souvent de nos ateliers qu'il n'y a pas de bonne réponse, sinon celle de savoir que tout et son contraire existent et peuvent être en équilibre. Comme, Absolument. vas-y, Tu finis mon 3 minutes. oui, vas-y, je te laisse J'avais 30 fini mon secondes. 3 minutes. Ah, tu me laisses 30 secondes. Ben, c'est ça, c'est d'être avec ce qui est en respirant, puis de l'importance d'être accompagné là-dedans, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir être entendu, parce que justement, tu parles d'équilibre, mais une des choses qui est très, très caractéristique de la fin de vie et du deuil, c'est la complexité. Donc, c'est jamais une seule chose. Souvent, la peur côtoie la confiance. Tu sais, le soulagement côtoie le désespoir. Tu sais, donc, il y a des choses très contradictoires qui vivent ensemble. Et puis, d'où l'importance de pouvoir
être entendu puis verbaliser ça. Oui. Oui, absolument. Vous le sentez, hein, je l'ai dit en ouvrant cette fin qui sera synthétique elle aussi, mais vous le sentez. D'abord, merci de vos partages, autant dans le chat, dans le clavardage que ceux qui l'ont fait à voix haute et en images. Merci aussi de le souligner, Ariane, qu'on sent bien hein, que vous touchez à une petite partie de vos expériences et de vos témoignages. Donc, je m'excuse si le fait de la synthèse vous enlève peut-être l'expression de quelque chose de plus vaste, mais n'hésitez pas à nous écrire, hein. Si vous avez des partages, si vous avez envie de nous répondre, on va vous envoyer un sondage d'appréciation. Si vous avez envie de partager vos histoires avec nous, de continuer la réflexion, écrivez à info à 1 et 1 font 1000, mais vous allez voir, on va vous envoyer d'ici au début de la semaine prochaine un sondage d'appréciation et c'est très important pour nous que vous nous laissiez des traces de ce que vous avez découvert, de ce que vous avez appris, des questions que vous auriez pour nous, parce que ce qui est au cœur de la démarche qu'on a inventée, entre guillemets, à notre façon avec le mouvement Habitat, c'est que on n'a pas envie d'avoir toutes les idées de nous-mêmes. On a envie que vous y participiez, comme Ariane le fait avec son expertise aujourd'hui, comme ceux qui ont parlé, ceux qui ont écrit le font. Donc, Ariane, merci beaucoup de ta participation. Je te déspotlightise pour avoir un moment avec les gens qui sont là aujourd'hui. C'est très, très précieux ce que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup. Euh, où es-tu? Voilà. Je prends la dernière minute pour vous remercier encore une fois, pour vous dire que si vous êtes capable de le faire, Caroline a déjà partagé dans le chat le lien vers la campagne de socio-financement ou de financement qui nous aidera certainement à mettre de l'avant la suite des activités du chantier Vivre la mort. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre infolettre, parlez-en à des gens autour de vous pour voir s'il y aurait eux aussi pas envie de venir participer aux différentes activités que nous allons mettre de l'avant. Il y a aussi plein déjà d'informations sur notre site web, dans notre page Facebook, dans notre page Instagram et d'autres. Donc, restez à l'affût, hein, on va revenir au thème de Mike, entre autres, là, de la connexion. Restez en contact avec nous. C'est précieux. Et puis, si vous avez envie d'en dire un peu plus, utiliser ces canaux pour le faire et puis on va s'arranger pour être en contact avec vous. Sachez-le, Caroline et moi, encore une fois, sommes à la préparation d'autres rencontres qui vont avoir lieu à partir du mois de novembre. Donc, restez à l'affût. C'est le temps d'ouvrir vos micros. Il y a plein de gens qui sont déjà partis, mais pour ceux qui sont encore là, je vous dis le bonjour et puis à la prochaine. Bonne fin de Bonjour journée. François, merci beaucoup. Au revoir tout Bye le Bye. bye. Bye monde. tout le monde. Au Merci. revoir. Merci, Merci. merci pour la profondeur des partages et des témoignages. Au revoir. Ouais, Grand plaisir. merci. Au Je n'ai revoir. rien à ajouter, c'est parfait. Merci. Bye. Si on peut garder Ariane et très, très, juste pour 1 minute ou 2 de plus avec Caroline, ce serait bien. Bye bye. Moi, j'aimerais quand même être sûre de pouvoir vous rejoindre pour vos différentes activités. Je suis abonnée à l'infolette, mais ça ne me Oui. dit pas les activités. Je ne comprends pas où vous en êtes rendu dans vos activités. J'aimerais parler à quelqu'un de vive voix. Comment je dois communiquer pour ça? Euh, Vous m'entendez? oui, Oui, on vous très bien. entend On est en bien. train de chercher la meilleure façon que de répondre à ta demande. Mais Euh, Madame Leduc, toutes les informations sont dans l'infolette que vous avez reçue, ce que je comprends, pour notre nouveau chantier Vivre la mort. Oui, mais ça, Euh, c'est juste l'invitation que j'ai eue. Oui, il y a l'explication sur Vivre la mort, mais 1 et 1 font 1000. Il n'y a pas juste Vivre la mort, il y a d'autres activités. Là, je ne sais pas où vous en êtes rendu avec ça. Puis, comment je peux vous suivre, comment je peux participer. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Moi, c'est verbal, c'est avec la personne. J'ai beaucoup euh, de difficultés avec l'ordinateur. Ce qu'on va faire, Carole, si est-ce que tu sais à quelle adresse tu nous as écrit? Ben là, il y avait, c'est dans Vivre la mort, puis il y avait pour donner des dons. Après ça, il y avait une adresse où vous rejoindre. Là, c'était info, ben c'est ça, je pense que Mais c'était
voici ce que je peux te dire. On a ton nom, puis moi, je te connais, je sais qu'on a des traces de conversation avec toi quelque part. Donc, que ce soit moi ou Caroline, on va t'écrire d'ici à demain. On va retrouver tes coordonnées et puis on pourra prendre un moment pour te parler brièvement. Ça te va? D'accord. Merci OK. beaucoup. Merci, Carole. Bonne Au fin de journée. revoir. Merci.